cette 27e édition des Journées du patrimoine, nous vous invitons à visiter Villers-Cotterêts. La ville natale d'Alexandre Dumas a mis à disposition aux visiteurs une calèche, mais vous pouvez également visiter le château, qui est grand ouvert aujourd'hui. Le pavillon Henri II et le musée se laissent également visiter. Donc vous pouvez toujours voir une façade qui a gardé son aspect Renaissance. Cette façade elle est rythmée par un ensemble de pilastres ioniques, vous voyez ces volutes, qui soutiennent des colonnes d'ordre corinthien. Et vous voyez qu'elle est rythmée également par un ensemble de baies géminées. Ce sont ces fenêtres longues et étroites qui fonctionnent 2 par 2, d'où leur nom. Vous voyez qu'elles sont décorées de coquilles soutenues par des figurines d'amour. Donc on peut voir au-dessus de l'entrée une loggia ou un balcon. Derrière cette loggia se trouve une chapelle. On pourrait plutôt s'attendre à une salle de réception, mais non, on a une association comme ça du sacré et du profane qui est un petit peu inattendue. Vous voyez que cette loggia présente 2 niches décorées de coquilles et surmontées de la salamandre, l'emblème de François Ier. Plus haut, vous pouvez apercevoir ce qu'il reste du visage de François Ier, puisque le visage a été martelé à la Révolution. Vous voyez 2 chérubins, une guirlande, et on devine donc le visage d'un homme. On voit aussi la base du pourpoint. Et on peut reconnaître François Ier grâce au médaillon qu'il porte, médaillon de l'ordre de Saint-Michel, l'ordre des guerriers. Allons donc signer cette ordonnance à Villers-Cotterêts en 1539. Mouvementée, amusante, trépidante, telle fut la vie d'Alexandre Dumas avant sa naissance. À 7 mois de grossesse, la maman d'Alexandre Dumas alla voir un spectacle de Polichinelle à la fête de Villers-Cotterêts. Dans ce spectacle, le diable était appelé Berlic. Berlic était noir comme un diable. Berlic avait une queue et une langue écarlate. Berlic ne parlait que par un espèce de grognement. Madame Dumas fut frappée par l'apparition de ce diable Berlic, à tel point qu'elle proclama « Je suis perdue! J'accoucherai d'un Berlic !» Cette croyance ne fit que s'intensifier. Tant le petit Alexandre gesticulait dans le ventre de sa maman. Jusqu'à ce jour de juillet 1802, 24 juillet 1802, 4h30 du matin. Oh mon Dieu! Mort, n'est-ce pas? Oui, madame, mais rassurez-vous, ce n'est que le cordon ombilical qui lui tord le cou. L'enfant Alexandre Dumas était bien entendu un enfant et un bébé normalement constitué, c'est-à-dire très laid et très gros, qui fut tout de suite la fierté de son papa, le général Dumas. Mon cher Brune, je t'annonce avec joie que ma femme a accouché ce matin d'un gros garçon qui pèse 9 livres et qui a 18 pouces de long. Tu vois que s'il continue à grandir à l'extérieur comme il l'a déjà fait à l'intérieur, il promet d'atteindre une assez belle taille. Viens vite, car il y a longtemps que nous nous sommes vus, et j'ai une bonne grosse envie de te voir. Ton ami, le général Dumas. Voilà, donc la maison natale d'Alexandre Dumas qui a gardé son aspect d'origine. Donc c'est la maison à laquelle il a vu le jour le 24 juillet 1802. Pour moi, une journée du patrimoine, on devrait le faire, le garder et ne pas, comme certaines personnes disent à l'heure actuelle, il faut le supprimer. Parce que si on supprime cette journée, il y a beaucoup de personnes, des habitants, quelle que soit la ville avoisinante qu'on est dedans, qu'on puisse découvrir. Bon, nous, on n'est pas natifs du coin, on est natifs très loin de France. On est à 12 000 km de chez nous. Et on habite à Villers-Cotterêts, à la Fête-Émilon. Ça fait, on a toujours l'habitude de passer devant le château, devant le musée. Et c'est un bien culturel que c'est précieux pour nous à l'actuel. Donc j'ai fait la visite en calèche, donc c'était très bien. La guide
donner de bonnes explications. Et c'était une autre façon de découvrir Villers. Parce que bon, j'y passe souvent, mais c'est vrai que les journées du patrimoine sont une occasion de découvrir les villes autrement. Donc, initiative à poursuivre. Les éléments les plus anciens sont les 4 coquilles d'angle qui datent du XVIe siècle, de 1535 à peu près, de Henri II. Les fleurs de lys et les couronnes sont à la feuille d'or. Cette superbe cheminée néo-renaissance avec ses très belles incrustations de marbre, et celui qui nous contemple là-haut, c'est Henri II bien sûr. C'est une copie de la toute fin du XVIIIe siècle. L'original est du XVIe, c'est un cloué, et c'est un tableau rose que je vous dis n'est qu'une supposition, mais qui appartenait très probablement, qui était probablement dans les collections du roi Louis-Philippe, parce que quand Louis-Philippe est mort, je crois qu'il avait 1500 tableaux dans ses collections personnelles, c'était colossal. Et donc c'était un tableau de pied qu'il a fait découper pour l'inclure dans cette cheminée. Le plafond, 4 motifs à la feuille d'or dans les coins. On voit bien la différence entre la feuille d'or et la simple peinture dorée comme là-haut. Vous avez 2 fois l'emblème des rois de France, de gueule, la triple fleur de lys sur fond d'azur. Et puis en dessous, vous avez, vous voyez, un drôle de truc. C'est 3 croissants dorés, 3 croissants entrelacés. Le croissant, qu'il soit unique, simple ou triple, était le symbole d'Henri II. Alors souvent les visiteurs me disent, non, c'était Diane de Poitiers. Non, c'est avant tout le croissant d'Henri II, c'est aussi le symbole de Diane de Poitiers. Il ne faut pas inverser, si vous voulez, l'ordre des choses. Et en dessous, dans les cartouches, vous avez la devise latine du roi Henri II, Donec totum impleat orbem. Donc vous avez une traduction très ample et littéraire, je dirais, pour une devise au-dessus de la porte, que je vais vous lire et vous expliquer. Donner puissance souveraine au croissant de France, tel cours qu'il vienne jusqu'à l'une pleine, sans jamais entrer en décours. Autrement dit, donner puissance souveraine, ça va. Au croissant de France, c'est Henri II. Tel cours qu'il vienne jusqu'à l'une pleine, jusqu'à ce que son règne soit à son apogée, soit jamais entrer en décours, sans qu'il y ait jamais de problème. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, je suis Béatrice Furneaux, je suis responsable du service culturel à la ville de Villers-Cotterêts. Alors cette exposition citoyenne du Moustier, et vous pouvez la voir donc pendant le week-end des Journées du patrimoine, de 10h à midi et demi et de 14h à 18h, et elle se prolonge jusqu'au mercredi 22 septembre, donc à nouveau sur les mêmes horaires, 10h midi et demi, 14h 18h. Voilà, et c'est une entrée libre, gratuite, pour visiter cette exposition. Voilà, c'est quelques exemples en fait des œuvres qui ont été prêtées par le musée Alexandre Dumas pour cette exposition, donc des gravures qui représentent Chalarbette de Moustier, une lettre par exemple qu'il a écrite de Villers-Cotterêts en 1793, qui est une lettre donc manuscrite où il signe d'ailleurs salut et fraternité, qui était un petit peu ce qu'on devait dire à l'époque de la Révolution, comme on devait dire citoyen. Il y avait des formules qui étaient un petit peu exigées, des ouvrages de Moustier, comme par exemple les lettres à Émilie sur la mythologie, qui est son œuvre la plus importante, là dans une édition de 1801. Également une lettre de paiement du théâtre Feydeau, en fait, qui donc le payait pour les œuvres qui étaient donc jouées, les œuvres de Moustier qui étaient jouées. Et puis donc vous allez pouvoir voir cette collection de timbres donc de l'association philatélique sur l'époque révolutionnaire, et donc des panneaux au-dessus qui illustrent, qui font découvrir de Moustier la période culturelle et artistique sous la Révolution française, les grands événements, les grandes dates de la Révolution française, et en parallèle la vie et œuvre de Moustier pendant cette période. Voilà, toute une ambiance révolutionnaire qu'on a souhaité un petit peu mettre à l'honneur dans cette exposition. Et même une Marianne de la mairie, une ancienne Marianne, telle que pouvait être avec son bonnet phrygien à l'époque de la Révolution.
Alors il faut savoir aussi qu'à Villers-Cotterêts, pour ces Journées du patrimoine, est inaugurée une autre exposition au musée Alexandre Dumas. C'est un nouveau cycle sur Dumas et le théâtre. C'est Dumas en 3 actes, levé de rideau, donc première partie cette année qui va donc nous permettre de redécouvrir ou de découvrir Alexandre Dumas comme homme de théâtre. On a essayé de faire 2 parties dans cette exposition de manière chronologique, puisque ça s'explique assez bien pour raconter en fait le théâtre de Dumas, 1828-1842, qui correspond donc à cette carrière exclusivement théâtrale de Dumas, qui commence donc en 1828 avec le succès d'Henri III et sa cour, même si en fait avant Dumas a proposé Christine, qui est une pièce en vers, qui ne sera pas jouée, qui sera reçue à la Comédie Française, qui s'appelait à cette époque-là le Théâtre Français, mais qui ne sera pas jouée parce que tout simplement il y a plusieurs pièces sur le même thème, et donc la Comédie ne va pas décider de jouer tout de suite cette pièce et la remet pour plus tard. Et Dumas continue et persévère, même s'il travaille, donc je vous disais, toute la journée en fait, comme secrétaire du duc d'Orléans, il va quand même essayer d'écrire ses pièces, et avec Henri III et sa cour, va être enfin joué à la Comédie Française par les comédiens célèbres de l'époque, notamment Mademoiselle Mars, qui est une des comédiennes les plus importantes de cette époque-là, qui va jouer le premier rôle d'Henri III et sa cour, qui va jouer en fait la duchesse de Guise. Donc vous avez une représentation ici en lithographie. Et puis après, il va avoir énormément de succès avec les autres pièces. Christine sera à nouveau jouée aussi, puisque Dumas a du succès, donc on essaie de remettre en scène Christine. Il va y avoir après d'autres pièces, donc notamment Antony, Teresa, donc laquelle il va rencontrer sa première épouse, et puis Dumas va aussi écrire des tragédies plutôt classiques, parce que c'est vrai que la carrière théâtrale de Dumas est importante, parce que c'est lui qui a l'initiative aussi du théâtre romantique. Souvent on dit que le précurseur c'est Hugo avec Hernani. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, mais il y a eu ce qu'on appelle la bataille d'Hernani, où justement les modernes et les classiques, on va dire, se battent, parce que c'est vrai que c'est un théâtre complètement nouveau, le théâtre romantique. On a plutôt l'habitude de voir en fait les acteurs qui font des tirades et qui en fait sont face au public et déclament en fait leurs vers. Là, chez Dumas et chez Hugo, chez Vigny, ce qu'on va faire, c'est que les comédiens vont jouer ensemble et en fait vont pas s'occuper du public, et les spectateurs vont avoir l'impression d'être au spectacle. Aussi les décors et les costumes aussi des comédiens et des comédiennes vont être énormément détaillés et vont être soignés, ce qu'on n'a pas l'habitude, puisque même quand c'était une tragédie classique, les gens étaient habillés en costume de tous les jours, alors que là on va faire appel à faire des recherches, les chefs costumiers vont faire des recherches historiques pour que ce soit une réalité la plus vraie possible.